Un nouveau jour s'est levé et avec lui, de nouveaux challenges, de nouveaux défis à relever. Chers téléspectateurs, je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour un nouveau Soleil d'Afrique. Oui, nous connaissons tous certaines maladies, les ballonnements, les coliques, les brûlures d'estomac ou simplement les digestions difficiles. Nombreuses sont ces personnes-là qui en souffrent. Qu'il s'agisse de symptômes digestifs passagers ou persistants, une consultation chez un hépato-gastro-entérologue s'impose parfois. Qu'est-ce qu'un hépato-gastro-entérologue? Quand faut-il aller consulter? Chers téléspectateurs, vous l'aurez imaginé, aujourd'hui, nous parlons d'une maladie, les ulcères que nous connaissons tous. Pour en parler, notre invité est parmi nous ce matin. Lui, il est artiste en ses temps perdus, il est médecin, hépato-gastro-entérologue. Docteur Kwefé Hassan, premier jumeau, est notre invité. Merci. Bonjour, docteur Kwefé. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien, merci. Dieu merci. Je suis heureuse de t'avoir ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir partagé. Merci. Et je suis sûre que c'est un sujet qui intéresse aussi nos téléspectateurs. Et surtout, nous aussi, ça nous intéresse de savoir. Super alors. Alors, docteur, dites-moi, qu'est-ce que l'hépato-gastro-entérologie? Ok. Merci vraiment pour l'invitation et l'aubaine que vous nous donnez de parler de notre métier, qu'est l'hépato-gastro-entérologue. Donc, il faut dire que l'hépato-gastro-entérologie, c'est une spécialité de la médecine qui s'occupe de tout ce qui concerne le tube digestif et ses annexes, en fait. Donc, quand je dis tube digestif, tout allant de la bouche à l'anus, toute pathologie concernant ce tractus-là, c'est nous, on s'occupe de ça. Voilà, donc vous l'avez vu dans le nom, c'est hépato, pour le foie, gastro, l'estomac, entérolo, ça c'est les intestins. Donc, il va sans dire que c'est toutes ces pathologies, entre autres les ulcères, entre autres les hépatites, entre autres également les colopathies, entre autres la mauvaise digestion et tout ça, on se réfère à nous. Même les troubles du transit comme les diarrhées et constipation, c'est encore nous. Et qu'est-ce que vous faites exactement, docteur? Ok. Bon, ce qu'on fait exactement, on soulage les patients, ça c'est un, parce que viennent vers nous les patients déjà qui ont des soucis de santé et qui ont été soit référés déjà par un médecin généraliste pour des pathologies qui sont de notre ressort. Comme je les ai cités tantôt et même à l'entame de l'émission, tu les as dit. Je sais que beaucoup chez eux ou beaucoup même qui suivent l'émission vont se retrouver parce qu'il y a eu des moments où on a eu des douleurs de l'estomac, on s'est senti une mauvaise digestion par là, on a eu une diarrhée après avoir mangé quelque chose qui n'allait pas, et, ou bien même, qu'est-ce que je vais dire encore, des douleurs inexpliquées. Après prise de certains médicaments, la personne aussi consulte vers nous. Donc quand la personne vient, il vient pour un motif bien précis et on le reçoit au cabinet, dans le centre médical où on est. On essaie alors de trouver ce qui ne va pas, bien sûr avec des questions qu'on appelle l'interrogatoire et des examens bien précis qu'on prescrit et afin de poser notre diagnostic. Mais avant ça, lorsque la personne a vraiment mal, on met ce qu'on appelle les traitements symptomatiques pour calmer un tant soit peu la douleur présente et afin après de pouvoir faire le traitement étiologique. Étiologique veut dire traiter la cause. Voilà. Docteur, quel genre d'études fait-on pour être hépato-gastro-entérologue? Ok, merci. Déjà, il faut faire la médecine. Ça veut dire qu'après le bac, soit un bac D ou un bac C, on opte pour un choix de médecin. On rentre en première année de médecine et on fait le parcours déjà pour sortir 7 ans à 8 ans après avec le doctorat de médecin généraliste. Après cela, on se spécialise et cette spécialisation fait 4 ans. Voilà, donc c'est ce parcours que j'ai suivi. Et toute cette formation, je l'ai fait au Burkina, à l'Université de Ouagadougou pour la première année à la 7e année de médecine. Maintenant, à Yalgado, c'était mon site de stage également. Et cette formation est chapeautée par l'Université également de Ouagadougou, l'UFR-SDS, Sciences de la santé. Donc, c'est le parcours. Maintenant, est-ce que, d'aucuns diront que pour être gastro, est-ce qu'il n'y a pas de prérequis? Il y a, on va dire, comme je l'ai dit, c'est un bac C ou un bac D. Il faut être scientifique. Parce que quelqu'un qui a fait un bac littéraire qui vient, ce n'est pas évident qu'il s'en sorte. Voilà, c'est pas simple. Parce que déjà, il y a certaines matières qu'on fait depuis la seconde à la terminale qui nous donnent des bases. Et dès la première année même, il y a certains qui, pas arrêtent, mais qui voient qu'ils ont fait souvent un mauvais choix. Parce que déjà, les cours sont intensifs et la longueur des études aussi font que ce n'est pas simple. Voilà. C'est pas simple. Ouais. Et docteur, dites-moi, comment je viens en consultation gastro? Comment ça se passe?
OK. Imaginez que je suis votre patiente, on va faire, la simulation. Il n'y a pas de souci. Déjà, lorsque vous venez en consultation chez moi, dans un centre de santé, mais en rappel, il faut dire que je suis hépatogastro, affecté au CHR de Tenkodogo. Voilà, on va faire la simulation telle qu'elle. Donc, lorsque vous arrivez, vous passez déjà à la caisse prendre la consultation, vous venez, vous suivez le rang, comme on le dit, en fonction de votre ordre d'arrivée. Et lorsque c'est votre tour, vous rentrez. Les salutations d'usage se font. Oui. Ensuite, j'enregistre le patient. J'ouvre un dossier. Et bien sûr, le patient a sa possession aussi un carnet où on ferait également un résumé pour qu'il puisse avoir par la suite certaines choses où il pourra montrer. Donc, lorsque la personne vient, on prend les plaintes. Qu'est-ce qui a amené le patient? Voilà. Mais il arrive souvent que la personne, même en venant, dès qu'il rentre, nous, en tant que spécialistes ou bien même les autres médecins également d'autres corps, en fonction de la mimique de la personne, la manière qu'il vient, on sait déjà ce qu'il amène. Parce que lorsque quelqu'un vient courber sur le ventre ou bien il s'est enroulé sur son estomac, comme on le dit, on sait que c'est une douleur abdominale. Ou bien lorsqu'il vient, il fait des rots déjà, on sait déjà que c'est des éructations, c'est ce qu'on appelle. Donc quand il vient, on prend ses plaintes, on essaie déjà de l'enregistrer. Les antécédents, ça veut dire on essaie de voir est-ce qu'avant cet épisode, il n'en a pas eu, ou bien dans la famille, il n'y a pas également d'autres pathologies similaires, ou bien des pathologies qui peuvent aussi par ricochet entraîner son état actuel. Aussi, on l'examine après. L'examen est une étape essentielle de la consultation. Parce qu'il ne suffit pas aussi de discuter avec la personne sans l'examiner. Parce que souvent, la personne vient pour une cause bien déterminée, mais on se retrouve à trouver une autre pathologie qui était sous-jacente. Ça veut dire cachée en fait. Avec l'examen, on retrouve peut-être une masse. On lui demande ça, il dit non, ça y est là depuis, ça ne le dérange pas. Mais lui, il est venu pour peut-être une autre chose. Et après examen, on trouve qu'il y avait un problème plus sérieux que ce qu'il a amené. Voilà. Donc, après ça, s'il y a des examens à prescrire, bien sûr, on prescrit ces examens qui vont permettre d'étoffer cette consultation-là. Mais avant que le patient ne parte, il y a des fois où on peut ne pas prescrire des médicaments, juste des conseils. La personne part et revient avec les examens avant qu'on mette le médicament. Mais la plupart des patients, lorsqu'ils nous viennent en consultation, viennent déjà avec des médicaments. Oui, c'est pris. C'est parce que ça n'a pas marché qu'ils sont maintenant orientés vers nos spécialistes, l'automédication ou bien même des prescriptions faites par d'autres médecins, juste parce qu'ils sont venus en urgence et que ça ne soulage pas. Ils viennent nous voir. Par la suite, on peut leur dire de continuer ces produits. Bien sûr, mais si ces produits n'ont pas fait d'effet, on change la prescription et on leur donne aussi un délai pour continuer et nous amener les résultats. Et après ces résultats-là, on peut maintenant adapter notre traitement et on suit la personne. Donc, en gros, c'est comme ça. La consultation, souvent, le minimum, c'est 15 minutes. Hein. Le minimum, parce que déjà, remplir le dossier, prendre les plaintes, examiner la personne, tout ça, ça prend au minimum 15 minutes. Voilà, pour voir la personne. Docteur, mais lorsqu'un patient vient et puis il vous dit, lui, il a mal ici, c'est pas là-bas, c'est pas ça mon problème. Voici mon problème. Il connaît déjà son problème, il connaît sa maladie. Ce qui te dit, voici les médicaments que lui a l'habitude de prendre. Il faut lui prescrire ces mêmes médicaments, il va aller. Comment est-ce que vous réagissez face à ça? J'en ai eu beaucoup. Il y a certains même qui viennent avec leur diagnostic. Internet est là, on tape les symptômes, on met douleur abdominale, ils mettent, et ils nous viennent, docteur, je suis venu vous voir. Je ne me sens pas bien. À peine vous commencez, docteur, ne vous fatiguez pas, je sais ce que j'ai. Bon, ça choque souvent. C'est comme je dis souvent, lorsqu'on part en banque pour faire un prêt, souvent c'est qu'on vient pour de l'argent, mais il y a une procédure à suivre. On doit faire des dossiers, on doit déposer. C'est la même manière. Mais à certains, lorsqu'ils viennent, ils viennent pour une cause parce qu'ils ont dans leur antécédent eu, on va dire, des ulcères ou même une fièvre typhoïde diagnostiquée. Ils viennent, ils disent, docteur, c'est la même chose. Bon, on veut prendre la peine de mieux questionner et voir est-ce que c'est la même pathologie. Par la suite, on se rend compte que non, ça peut être plein de choses. Ça peut être une colique, ça peut être des pathologies, comme j'ai dit, assez graves, comme un cancer même, ce qu'on ne le souhaite pas. Mais il y a eu des patients qui sont venus, ils marchaient sans souci. On a dépisté des cancers, on ne dira pas en phase terminale, mais au début ou bien à une phase où l'évolution allait vraiment vers la phase qui n'était pas intéressante. Et tout ça fait que c'est des symptômes, des petits signes annonciateur que la personne prend souvent à la légère, il ne fait que traiter, soit par des calmants. Et quand il vient souvent, lorsqu'on fait des prescriptions de complaisance, c'est ça qui n'est pas intéressant. Donc on essaie de le rassurer, mais ce n'est pas souvent facile. Parce que lorsque la personne vient et que vous ne faites pas les produits qu'il a demandés, il repart souvent pas content. Pourtant aussi, je lui dis que si c'est ces produits, il fallait juste aller en pharmacie, demander la prescription, vu qu'il y a des produits de prescription libre. Mais il y a certains produits qui exigent la prescription. Mais parlant de ça également, il y a des personnes, des amis ou des connaissances ou des patients qui, lorsque ils viennent vous voir, peut-être après échange de numéro, vu que souvent, on donne le numéro pour que la personne puisse appeler en cas de besoin.
Et lorsque l'épisode est passé, il peut vous appeler un autre jour, dire docteur, faire une consultation au téléphone. Ça aussi, ce n'est pas du tout intéressant parce que le faire, même des collègues, et des connaissances qui appellent docteur Hassan, ça va, j'ai un peu mal ici, si tu veux me passer quelque chose. Souvent, on refuse, ils le prennent mal. Mais c'est souvent pour le bien de ces patients. Parce que lorsque on vous fait une prescription par téléphone ou bien par... Il peut arriver que ce médicament ait une contre-indication. Et que parce que je ne t'ai pas vu, tu avais cette contre-indication et tu prends et ça entraîne des complications encore plus sérieuses. Donc, souvent, on leur dit de passer en consultation et quand on leur dit, ils pensent que c'est vraiment pour les embêter. Ok, je vais aller à côté de chez moi. Ou bien tu les invites même à aller en consultation, ils disent c'est compliqué. Pourtant, c'est un métier comme tout autre. Oui. C'est comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on veut prendre un prêt, on ne le prend pas au téléphone. On prend rendez-vous, on part voir son conseiller, on dépose une demande, on fait tout ce qu'il y a à faire et afin d'étudier. Voilà, donc je pense qu'il faut passer vraiment voir le médecin spécialiste ou même le médecin généraliste en fonction de ce qu'on a. Mais comme on est là ce matin pour parler de l'hépatogastro-entérologie, c'est de passer voir l'hépatogastro lorsqu'on a une pathologie afférente à cela. Donc, on essaie de suivre. Mais on s'entend très souvent. Souvent, les premiers moments, c'est des couacs, mais après, on devient, comme on le dit, entre patient et médecin, souvent, c'est un suivi souvent long. Lorsqu'on guérit le patient, il est content de revenir. Lorsqu'il a un truc, il revient, il dit « Ah, je veux une consultation avec ce tel médecin » parce qu'il sait écouter. Aussi très important, parlant de consultation, il y a l'écoute également. Est-ce que vous faites aussi de la psychologie en Tout médecin, lors de notre formation, ça fait partie. Je veux dire qu'on fait même je vais dire quoi, des cours, voir la psychologie et tout ça. Donc, ça veut dire que lorsqu'un patient vient, la première des choses, c'est de l'écouter. Souvent, le patient, lorsqu'on l'écoute déjà, il est guéri. Je vous assure que quand il quitte, merci beaucoup. Il quitte le bureau de consultation soulagé. Et souvent, vous le mettez même sur des produits qui ne sont pas des produits miracles, comme on le dit, juste pour calmer. Mais il vous dit que, docteur, votre médicament, vraiment, et vous-même, ça vous étonne. Un simple paracétamol expliqué et pris avec vraiment une bonne explication par un médecin aura plus d'effet qu'un antalgique puissant parce que la personne a été écoutée. Et souvent, c'est ça qui manque aux patients. Ils passent souvent dans certains centres où les médecins sont débordés. Cela aussi s'explique parce que, bon, le patient vient, il n'a pas le temps d'écouter pendant longtemps. Il y a des patients où souvent, j'ai fait près d'1 heure de temps de cours, on va dire de discussion parce qu'il fallait, et certains patients dehors se plaignaient. Mais lorsqu'ils rentrent, qu'eux aussi, ils prennent du temps, ils se rendent compte qu'on pose des questions en fonction de ce qu'il y a. On essaie de trouver et donner des conseils également. Voilà. Ça, c'est très important. La relation patient, son médecin, c'est une relation, une longue histoire d'amour qui ne risque pas de s'estomper maintenant. Effectivement, même après la retraite, on a certains maîtres qui, lorsqu'on discute avec eux, ils ont toujours des patients aujourd'hui qui, malgré qu'ils sont à la retraite, ils ne veulent pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas eux. Donc, très belle histoire d'amour. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on ouvre la parenthèse de l'hépatogastro-entérologie, qui est un très beau métier, chers téléspectateurs. Et avec le docteur Hassan Kouefi, on espère qu'on va réussir à vous faire apprendre beaucoup de choses et surtout à vous inviter à aller en consultation à chaque fois que vous aurez un petit mal quelque part, surtout dans le ventre ou je ne sais pas moi. Ce qui est sûr, aller toujours en consultation, on ne sait jamais. Avec le docteur, on a parlé, on a ouvert le bal. Et je pense que ça va être très bien, c'est très instructif. On va marquer une pause en musique avec notre ami Fouch. Digiti
demde ya facile. Fouch Alpha, deuxième jumeau. Chers téléspectateurs, je rappelle que je suis en compagnie du docteur Kouefi, qui est le premier jumeau. C'est ça. Tu m'as eu en tout cas. Effectivement, c'est le premier jumeau qui est là. Lui, c'est le deuxième jumeau. Docteur, la musique, c'est une affaire de famille? Bon, on peut dire que oui, on a débuté ensemble avec Fouch Ouseni, comme je le dirais, avec d'autres amis depuis la classe de, je pense que c'est la 5e, 6e, 5e par là. Donc le groupe, c'était Saluka en ce temps, en ce moment. Blackfire, après c'est devenu Saluka. On a même fait un mini-album, comme j'aime le dire, qui a poursuivi son chemin. Mais bon, certaines contraintes ont fait que moi j'ai dû faire une pause parce que jusqu'en 5e année de médecine, on continuait toujours, le groupe et tout, ça, jusqu'en 5e année, jusqu'à on a fait des prestations à l'université, lors des nuits culturelles. Voilà, donc ça a poursuivi son bonhomme de chemin. Mais il faut dire que je continue l'écriture, je continue à enregistrer. Même parlant de ça, j'ai eu à faire une chanson par rapport au corona, Covid. Et Fouch, mon frère jumeau également, m'y a aidé, comme on le dit, a été aussi au niveau de le studio où il enregistre souvent, c'est là-bas on a fait. Donc, bon, on essaie. On ne s'arrête pas là parce que c'est une passion pour moi. Ce n'est pas comme lui c'est une vocation, en même temps une passion. Lui, c'est sa carrière. Moi, ma carrière, c'est la médecine. Mais je fais juste la musique comme ça pour m'amuser. Mais c'est comme j'ai dit lors d'une interview avec l'ordre des médecins un jour, j'ai dit qui sait demain, peut-être que demain, je vais raccrocher la blouse pour quelques moments et puis me lancer dedans. Mais pour le moment, c'est juste une passion, pas plus. Alors, on va poursuivre sur ce qui est votre vocation. Okay. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être hépatogastro? Ok. Merci. Déjà, c'est comme je vous l'avais dit tantôt, la médecine commence à la première année jusqu'à la 7e année. À la 7e année, on a cette phase-là qui s'appelle l'internat, où on fait une année pleine au niveau des différents centres de santé. Entre autres, moi, je l'ai fait tout mon stage à Yalgado, au CHU Yalgado et Draogo. Donc, mais avant ça, en 4e année, j'ai été émerveillé déjà par un enseignant, professeur Sombier Roger, qui nous avait donné cours d'hépatogastro également. Au passage, merci professeur Sombier. Voilà. Donc, il nous avait donné cours par rapport à ça. Donc, on avait échangé. En ce moment, il était ouvert et tout, on a échangé. Donc, parlant de ça, depuis lors, j'avais en tête déjà cette spécialité. Maintenant, après la 4e année, 5e année, plus de gastro, on ne faisait que d'autres modules de cours. Mais lorsqu'on arrivait vers la 6e année, il est arrivé à une phase où on devait prendre maintenant des thèses pour soutenir et avoir le doctorat. Donc, je l'ai contacté. En ce moment, il me disait, Hassan, je suis un peu surboqué actuellement, contacte-moi à telle date. J'ai un peu bousculé. Un jour, il m'a appelé dans son bureau, je suis allé. J'ai pris un thème. Un thème, c'était début de l'internat. Voilà, donc j'ai pris le thème. Donc, on a échangé par rapport à ça, ce qui portait sur les tumeurs du pancréas. Voilà, et ça, c'est en 2014 que j'avais pris le thème. Donc, c'était assez intéressant. On a travaillé. Bon, il faut reconnaître que, comme on était en phase d'internat, ce n'était pas facile. Le professeur me laissait des mails, je pouvais faire 3 mois. Parce que avant de réagir, vu qu'on n'était pas trop mail, je lui ai dit ça. Et ça l'a fait un peu sourire. Parce qu'en ce moment, on était cantonné à valider son internat. Et ce n'était pas simple. C'était une phase assez difficile. On est passé par le service de médecine, chirurgie, gynéco et pédiatrie. Mais moi, cette chance que j'ai eu la chance de terminer mon stage d'internat en médecine. Et c'était en gastro. Et quand on a terminé, ça facilitait les choses. J'ai beaucoup avancé dans le travail. Et après la soutenance, j'avais un objectif de faire la spécialité. Donc, mais pour ça, il fallait d'abord aller faire 3 ans en province et puis revenir. Mais il y a eu une année où on a lancé un recrutement de spécialistes massifs. Et j'ai tenté, comme on le dirait, j'ai passé ce concours là où on voulait 4 médecins côté gastro.
Et il faut dire que toutes les spécialités mélangées, on valait 400 à chercher les différents postes. Chaque spécialité, on voulait un certain nombre. Mais en gastro, on était une vingtaine, on voulait 4 personnes. Et j'ai postulé. Et grâce à Dieu et au conseil des différents aînés, j'ai pu avoir le probatoire qui est cette étape-là qui nous permet de commencer la spécialisation. Et on a commencé, j'ai fait tout le parcours à Yalgado. Donc, il faut dire qu'au fur et à mesure, ce n'était pas simple, mais on a appris à aimer. C'est vrai qu'on est dans un domaine où c'est difficile, vu qu'il y a certaines pathologies où certains disent, bon, certains de mes collègues, même d'autres spécialités ou bien généralistes, ils aiment me dire, mais Hassan, bon, ta spécialité, c'est pas simple, hein. Il y a des patients qui ont des pathologies assez chroniques et graves. J'ai dit, on est là pour essayer de changer les choses. Et on va y arriver. Ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et quelles sont les différentes qualités qu'il faut pour être gastro? Déjà, la première qualité, c'est d'aimer. C'est comme tout métier. Si tu n'aimes pas, tu vas à un moment donné, oh bon, t'asseoir un jour, dire qu'est-ce que je fais là? Et ça deviendra maintenant des plaintes. Ça deviendra maintenant, bon, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut dire également que si c'est pour l'argent, ce n'est pas pour l'argent qu'il faut venir être médecin au Burkina Faso forcément. Là, je le dis clairement, hein, parce que d'aucuns diront derrière la télé, mais bon, c'est pas simple, mais vous vous rendez compte, c'est pas facile. Mais il faut vraiment avoir cette vocation-là. Sinon, si c'est vraiment pour l'argent, il y a d'autres domaines où il faut aller. Maintenant, lorsqu'on est dedans, c'est dur parce qu'on a beaucoup de charges de travail pour souvent des rémunérations souvent pas très évidentes. Mais donc déjà la passion. Et quand on est passionné, il faut aussi savoir que c'est une longue durée. Il faut prendre le souffle et puis foncer. Parce que je vous ai dit, c'est 7 ans plus 4 ans. Donc, non, 8 ans plus 4 ans. Ça fait 12 ans. Oui, 12 ans. C'est à ma 12e année. 12 années de longues études. Bon, de longues études, mais quand on aime, surtout ma phase de spécialisation, ça allait très vite. Voilà, ça allait très très vite, il faut dire. Quand je dis très vite, les 4 années sont passées. Vite parce que vous étiez passionné. Voilà, on peut dire ça. Vous aimiez le travail, vous aviez la vocation. Voilà, avec des promotionnaires aussi, au passage que je salue, on était 9 dans la promotion. Oui, on s'est soutenus mutuellement parce que ce n'était pas simple. Il y a eu des moments où, lors des périodes d'examen, tu as envie de lâcher parce que tu te dis que tu ne seras pas prêt et tout. Il y a même Donc la qualité, il faut s'acharner. Oui, il faut s'acharner, bosser dur parce que si on vous donne les cours, vous devez aller bosser, jamais relire. se décourager. Jamais, 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 jamais. Parce qu'il y a le stage et il y a aussi la bourse. Puisque c'est vraiment maintenant être spécialiste. C'est pas comme avant, on partait prendre les cours sur table et puis bon, on bossait, venir. Il y a ça et puis aussi, il y a des prérequis aussi. Donc il y a ça. Et puis surtout, comme je l'ai dit, il faut être passionné. Si ce n'est pas la passion, tu vas commencer et tous les jours, quand tu te lèves, tu le fais sans passion. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Et si le sens de l'écoute, c'est très important pour nous les patients. Effectivement, moi, c'est comme j'aime le dire, j'aime beaucoup écouter. Ça, c'est comme on le dit, j'aime écouter. Parce que souvent, lorsque le patient vient, souvent même je ris avec la personne. Tu prends des airs et puis tu te familiarises avec la personne. Donc, vous faites vraiment... Là, il se lâche, comme on le dit. Parce que vous savez, quand quelqu'un vient, il vient souvent pour des pathologies honteuses. Je vais les hémorroïdes ou bien... Il vient, il n'arrive pas à s'exprimer, il vient dire non, c'est de douleur, ou bien il vient, c'est pour... Peut-être c'est une pathologie même pas en relation avec votre domaine, mais il est venu parce qu'il veut voir un médecin. Et le médecin qu'il est tombé, il veut que vous l'écoutiez. C'est peut-être à la 2e, à la 3e consultation qu'il va vous dire que c'était pour ça. En ce moment, bon, parce qu'il a compris que vous étiez un médecin à l'écoute. Voilà, donc il faut l'écoute. Donc déjà, c'est cette qualité-là qu'un médecin doit avoir. Sinon, lorsque tu passes une mauvaise journée, le patient vient, tu déverses ça sur lui. Le patient, on a beau dire, il partira, il reviendra difficilement vous revoir. C'est pareil dans tout domaine. On préfère aller souffrir avec sa maladie que de revenir voir ce médecin-là qui a été assez désagréable. Mais il arrive parfois, c'est comme on dit, les médecins sont des humains. Il ne faut pas aussi dire, ce n'est pas tous les jours où on peut être... Voilà, il y a des fois où tu peux... Mais tu te rends compte par la suite et tu te sens... Souvent, on s'excuse aussi auprès des patients parce que souvent, ce n'est pas simple. Voilà, ce n'est pas du tout évident. C'est la même chose. Et nous, on vous comprend. C'est comme aujourd'hui, vous êtes en consultation chez moi et vous êtes comme dans votre bureau avec votre patient. Vous êtes aussi à l'aise. Et je suis à l'écoute aussi. Donc, merci, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie, chers collègues. Je paierai la facture à la sortie. Chers collègues. Avec l'ordonnance. Merci, collègues. Chers collègues. Alors, on va parler de cette maladie très connue du public, qui sont les ulcères. OK. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est les ulcères? Qu'est-ce que c'est que les ulcères? OK, merci beaucoup. C'est comme ce n'est pas une émission purement de santé, on va vraiment être très précis pour que les gens puissent comprendre. Un ulcère, c'est une plaie, c'est comme on le dit. Maintenant, c'est quoi? La personne va vous dire qu'il sent comme
une plaie, ça le brûle au niveau de l'estomac. Donc en termes simples, c'est une perte de substance au niveau de l'estomac ou même du duodénum, parce que ce qu'on parle, c'est l'ulcère gastro-duodénal. Donc ça veut dire que l'estomac a plusieurs couches. Voilà, parce qu'on a notre estomac, quand au moins ça tombe dans un creux. Pour nous, on se dit que c'est dans un bocal où ça tombe. Mais derrière ce bocal, il y a, comme on appelle, il y a des membranes, il y a tout ce qu'il y a, des structures. Voilà, il y a la muqueuse, il y a également la sous-muqueuse, il y a la musculeuse. C'est cette musculeuse-là, lorsqu'elle est atteinte, le muscle, quand elle est atteinte et que ça érode et que ça fait une perte, en ce moment, on parle d'ulcère. Et l'ulcère correspond à cette perte de substance-là, qui par la suite va entraîner des symptômes. Parce que la personne peut avoir une perte de substance, mais sans symptômes particuliers. Parce que, bon, il gère bien, il se dit que c'est des petites douleurs et tout. Mais lorsque la personne commence à sentir des douleurs à tel point que c'est difficile, non calmé par peut-être même de l'alimentation ou bien des produits, et ça, c'est un ulcère. Docteur, on a combien de sortes d'ulcères? Bon, dire qu'on a combien de sortes d'ulcères, si c'est dans mon domaine côté gastro, on va dire qu'il y a l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal. Voilà. Maintenant, le duodénum, c'est comme je vais un peu faire une petite anatomie. Allez-y, docteur. Voilà. Nous sommes tout tués. Ça nous intéresse, ça. Ça marche. En fait, l'appareil digestif commence au niveau de la bouche. Après la bouche, il y a l'œsophage. Au niveau de l'œsophage également, il y a le cardia. Le cardia. C'est un troisième. Troisième. Oui, même au CM2, je crois qu'on a dessiné. Mais vous allez voir que ce qu'on fait en troisième et quand on va en médecine, c'est différent. C'est pas différent, c'est le même tube, mais on rentre beaucoup dans les détails. Je pense qu'on ne parlait pas de musculeuse en troisième. On faisait un dessin où on faisait l'estomac est là et on dessinait. Après, le cardiaque, qui est un sphincter qui permet d'empêcher que la nourriture remonte lorsqu'on mange. Quand on mange, ça s'ouvre et ça tombe dans l'estomac. On a l'estomac proprement dit, qui est un viscère creux, comme on le dit. Et lorsqu'on mange, ce muscle-là va broyer ces aliments-là. Et ensuite, l'aliment va passer au niveau du pylore. Voilà, le pylore, c'est un autre, on va dire, trou où la nourriture va passer et arriver maintenant au niveau du bulbe et un tuyau, arriver au niveau du duodénum. C'est ça qui est, quand on parle de ulcère gastro-duodénal. Le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. Voilà, l'intestin grêle, ça aussi, on l'a vu. C'est un intestin, lorsqu'on le déroule, qui est très long. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est l'étape. Donc, l'ulcère, il y a celui-là localisé au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. Voilà. Nous savons que nos téléspectateurs sont tout tués, ils sont concentrés en train de suivre. Mais comme à l'accoutumée, je vais mettre encore une pause musicale pour vous permettre aussi de vous détendre chez vous et de revenir pour la suite de l'émission. On va aller écouter Naël ensemble. Je voudrais fouiller la mer pendant quelques secondes. Je voudrais secouer la terre pour trouver ces personnes. Je voudrais trouver ces personnes, pour ne pas dire ces enfoirés. Je voudrais écrire mes consonnes sur un papier froissé. Je voudrais penser à leurs actes, penser au cappuccino, aux péripéties de la BAC qui penait devant ce resto, à l'ambassade, à l'état-major et à toute l'Afrique, aux fusillades, à ces morts d'ici ou d'Amérique. Mais il paraît que je ne suis pas seul. Toi aussi, tu es en colère. Il paraît que ta rage a atteint le seuil et que tu es prête à la guerre. L'amertume t'empêche de respirer parce que maintenant tu soupires. Il paraît que tu es prête à te venger, même s'il faut commettre le pire. Mais si comme moi tu es en colère à dire des méchancetés, si tu es prête à la guerre, à mourir ou à te venger, si tu es prête à la cachette, à tuer ou à donner la mort, ça me fait mal de l'admettre,
Mais tout comme moi, tu as tort. Tu as tort de te lever le matin et de pleurer jusqu'au soir. Tu as tort de vivre de chagrin pour mourir de désespoir. Tu as tort d'avoir peur, même étant dans ta chambre. Tu as tort d'avoir un cœur qui ne bat plus mais qui tremble. Tu as tort de vouloir un café et de refuser de le payer. Tu as tort de vouloir te cacher pour travailler ou pour prier. Parce que l'objectif des attaques, c'est justement de te faire peur. C'est te donner une crise cardiaque à chaque fois que tu sors de ta demeure. L'objectif des attentats, c'est de semer la détresse. Tuer 2 personnes en attendant que la peur emporte le reste. L'objectif des explosions, c'est de faire de vous des peureux. C'est de vous donner une bonne raison pour ne plus vivre heureux. Un attentat n'est pas réussi quand une bombe explose, non, ni quand il y a perte de vie. Ce n'est pas ça la vraie chose. Un attentat n'est réussi que quand les survivants ont peur, que quand les hommes poussent des cris et que les femmes tremblent de frayeur. Parce que tout ce que vous pouvez faire à quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, ce n'est même pas lui faire la guerre, mais vivre avec un sourire. S'il n'a pas peur de mourir, vous, n'ayez pas peur de vivre. Parce que s'ils n'ont pas peur de la mort, c'est parce qu'ils ont peur de la vie. Alors, effrayez-les, simplement en vivant, en buvant un café, du lait au premier jour et au suivant. Mariez-vous chez monsieur le maire, faites à votre mère des jumeaux, fêtez vos anniversaires et réservez-moi un gâteau. Construisez des maisons, faites des projets économiques, écoutez des chansons, partez au concert artistique, en repartant sur Kwame, buvez-y un cappuccino, organisez vos soirées et réservez-moi un micro. Parce que demain je sortirai et j'irai à Istanbul. Je boirai quelque chose de frais et tant pis si je me saoule. Ça ne sera pas pour le sexe, mais j'irai sur Kwame moi. Et là j'écrirai un texte dans lequel je dirai: soyez effrayés terroristes, parce que dans 100 millions d'années, tant que la planète résiste, vivront des Africains, des Européens, des Américains, des Asiatiques, des Burkinabés. Soyez effrayés terroristes, parce que dans 100 millions d'années, tant que la planète résiste, vivra la liberté. Tant que la planète existe, vivra la liberté. Très belle plume de notre ami Naël. On te souhaite encore bon vent dans ta carrière, Naël. On avait la chair de poule sur ce plateau-là. Sûr, très belle. Vous tous qui nous prenez en marche, vous suivez LCA, votre émission Soleil d'Afrique. Je suis en compagnie de Dr Kwefi Hassan. Il est docteur hépato-gastro-entérologue. Et avec lui, nous parlons non seulement de sa passion, qui est sa vocation, bien sûr, la médecine, mais aussi d'une certaine maladie, les ulcères. Mais en plus, nous parlons aussi de sa passion en tant qu'artiste musicien. Chers téléspectateurs, vous aimez notre émission, n'hésitez pas, allez-y, likez la page là. Le pouce il est gris, vous le likez, il devient bleu. Et vous n'aimez pas, c'est pas grave, likez, continuez de liker Soleil d'Afrique et envoyez-nous vos suggestions pour qu'ensemble nous arrivons à faire de cette émission une émission qui sera vôtre. Notre objectif, c'est de vous satisfaire et c'est toujours d'aller au-delà de vos attentes. Et on y arrivera, surtout lorsque vous serez avec nous et surtout par vos conseils. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer les conseils parce que c'est grâce à ça que nous sommes ce que nous sommes. Merci beaucoup. Docteur Kwefi, Oui. Alors dis-moi, quelles peuvent être les causes de cette maladie ulcère? Avant que nous allions en pause, nous avons parlé de la maladie ulcère. Est-ce que vous pouvez nous donner les petites causes Ok. si c'est possible? Il n'y a pas de souci. Pour ces causes-là, il y en a une multitude. C'est des facteurs de risque, comme on va le dire. Et déjà, les anti-inflammatoires.
les anti-inflammatoires, c'est des produits qu'on prescrit souvent à certains patients qui ont des douleurs, souvent des douleurs au niveau des os, des arthroses, ou bien même des douleurs très intenses, et on leur met sous des anti-inflammatoires. Je vais citer un exemple. C'est vrai que ce n'est pas un produit commercial, c'est de l'ibuprofène qu'on connaît. C'est ce produit-là que souvent d'autres personnes prennent pour des douleurs. Lorsqu'on la prend permanemment au long cours, ça veut dire pendant une longue période, on est à risque de faire des ulcères. Parce que par des mécanismes, une physiopathologie bien déterminée, ça entraîne une perte de substance. Deuxième chose également, il y a l'aspirine même qu'on connaît. Lorsqu'il y a certains patients qui sont sous aspirine pendant longtemps, souvent qui ont des soucis, comme qui ont fait un AVC. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Lorsqu'ils font ça, on leur met sur ça pendant une longue période. Donc lorsqu'ils prennent ça à des doses, souvent pendant très longtemps, il y a des risques d'ulcères. Ça, c'est un. Deuxième chose également, il y a le stress. Ah oui. Voilà. Et donc, vous voyez, quand je parle de stress, donc ça veut dire qu'on est tous sujets à avoir l'ulcère. Le stress est un facteur de risque parce que lorsqu'on est très stressé, l'estomac également le ressent, l'organisme le ressent et ça produit ce qu'on appelle également cette production d'acide au niveau de l'estomac. L'estomac ressent plus le stress que tous les autres organes. On va dire que c'est un organe qui va... très sensible, très réactif. Bon, on peut dire ça, qui va être réactif pour certains patients. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont trop stressés, ils mangent beaucoup. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont très stressées, elles ne mangent pas. Et ça entraîne souvent, parce que, comme je l'ai dit, les facteurs, souvent, lorsque la personne reste le ventre vide pendant une longue période, un jeûne de longue durée entraîne également des lésions. Voilà. Donc, entre autres également, il y a souvent les corticoïdes. Même les corticoïdes, c'est des anti-inflammatoires. Lorsque la personne prend ça également, ça peut entraîner des ulcères. Mais il y a une bactérie bien précise également qu'on appelle Helicobacter pylori, qui, lorsqu'elle existe... Son nom là même est bizarre. Son nom Helicobacter pylori. Il a des hélices. Effectivement, lorsque vous voyez, ce n'est pas des hélices, mais lorsque vous le voyez, sa structure est assez particulière. Donc, ça veut dire que ce parasite-là, lorsqu'il est là, et qu'on met un traitement, et que ça cicatrise, et qu'on n'éradique pas ce germe-là, la récidive est là. Ça veut dire que c'est un facteur également qui entraîne. Donc, quand les patients viennent nous voir, docteur, j'ai des ulcères depuis des mois, j'ai traité avec des IPP. Je ne vais pas citer d'autres produits parce qu'il ne faut pas qu'au sorti de là, les gens à la pharmacie, j'ai entendu, je veux ce produit-là, c'est pour les ulcères. Mais lorsqu'on prend les IPP, qui est une molécule qu'on met lorsque la personne a des ulcères, il y en a plusieurs, la personne vient, il n'est pas satisfait. Ça veut dire que ça ne marche toujours pas. Lorsqu'on demande à la personne, après avoir fait des examens, entre autres, parce que c'est comme j'ai dit, l'ulcère, ce n'est pas forcément les symptômes orientent, mais il faut faire la preuve de l'ulcère. Je vous ai dit que c'est une perte de substance. Il y a un examen assez désagréable, mais qui n'est pas douloureux. Il faut qu'on le dise, c'est la fibroscopie digestive. Oui, on met une petite caméra avec un tuyau dans ton estomac. Et voilà, je l'ai déjà fait. Donc, je l'ai déjà fait. Et l'expérience, comment c'était? C'était désagréable pour dire la vérité. Mais pas douloureux. Pas douloureux, ça ne fait pas mal. Mais au finish, on m'a détecté une petite maladie, là. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça encore. Œsophagie, insuffisance au niveau de l'œsophage, la bouche de l'œsophage, là. Hernie hiatale. C'est que vous dites que quand on ferme l'estomac, là. Oui, hernie hiatale. C'est une hernie hiatale au niveau du cardiaque, hein? Du cardiaque, oui, justement, c'est ça. Une insuffisance cardiaque. Ok, ils ont dit ça là-bas. Oui. Ok. Incontinence alors cardiaque. Bon, on m'a demandé d'éviter tout ce qui est... On est en consultation aussi bon. maintenant. Donc j'attends la facture. Non, on va y aller. Tout ce qui est excitant. Ballon. On m'a demandé d'éviter de me courber. Okay. Mais on est dans un pays, on est en Afrique. En Afrique. Une femme qui refuse de se courber. Pour faire la lessive, balayer, c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. On Donc il y a continuer. ça. Donc il faut prendre cet appareil qu'on a mis chez toi. On va aller au niveau de l'estomac et puis visionner en quittant déjà depuis l'œsophage, le cardiaque, l'estomac, rentrer jusqu'au niveau du duodénum. C'est là-bas qu'on s'arrête et on visualise, on voit s'il y a une perte de substance. On peut même prendre des photos. Et lorsqu'on retrouve cela, on doit, si la possibilité y est, faire des biopsies, enlever des morceaux, envoyer au laboratoire pour rechercher le germe dont j'ai parlé. Mais lorsqu'on n'a pas pu faire ça ou bien que le matériel nécessite, on ne peut pas le faire dans une zone où il n'y a pas de laboratoire bien précis, on peut faire ce qu'on appelle une recherche de ce germe dans les selles.
Mais la biopsie est encore plus spécifique que celle des selles, sensible, je veux dire. Donc, ça permet, lorsque la preuve est faite, ça permet alors de faire le traitement. Et le traitement également, ça dépend, il y a plusieurs protocoles. Il y a des protocoles séquentiels, concomitants, des molécules un peu diverses qu'on essaie de faire. Mais tout ça, ça prend lors de la formation. Le langage pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. C'est quand concomitant, ça veut dire des molécules qu'on mélange ensemble, qu'on prend sur une période donnée. Séquentiel, on prend pendant une période par séquence. Voilà. Il y a également, donc, tout ça, il y a plusieurs protocoles. Il y a certains qui essaient ce protocole-là, qui viennent, docteur Sapessi, ils ont fait la preuve. Hélicobacter est toujours là. C'est un germe qui est très compliqué à éradiquer. Donc, aussi, c'est un germe également qu'on retrouve aussi un peu partout. Lorsque peut-être on prend de la salade non bien nettoyée et tout, on peut l'ingérer parce que manu porté et tout. Donc, ça veut dire que l'hygiène, c'est une maladie des mains sales, on va dire également. Quand on dit mains sales, on a les mains propres, on voit. Mais lorsque on voit quelqu'un son pain microscopique, on va trouver ce germe ou bien dans l'alimentation. Donc, c'est ça également. Donc, lorsque on fait cette preuve-là, on peut maintenant faire le traitement. Et le traitement maintenant requiert une ordonnance et un protocole bien précis. Il y a des patients qui ont fait la prescription, mais qui ne respectent pas les prises. Et quand ils vont à la maison, ils inversent et après ça ne marche pas. Mais lorsqu'on discute avec ces personnes-là, on se rend compte qu'elles n'ont pas respecté le suivi du traitement. Voilà, en gros c'est ça. Ça favorise l'installation du germe dans le corps. Voilà. Docteur, lorsqu'on dit que boire du thé à jeun ou prendre des comprimés sans manger peuvent déclencher les ulcères, est-ce que c'est vrai? Pour le thé, je ne ferai pas de mauvaise publicité ou quoi, mais je n'ai pas une étude bien précise, mais ça fait également partie de facteurs de risque, on va dire. Puisque que ce soit le café, le thé, et qu'est-ce que je vais dire encore? Voilà, les comprimés, c'est ça, j'ai cité les anti-inflammatoires. Voilà, parce que ce n'est pas tous les médicaments qui agressent forcément la muqueuse. Voilà, il peut arriver qu'on prenne un médicament même à jeun. Il y a des médicaments qu'on demande de prendre à jeun. Voilà, mais à certains médicaments, on dit de manger avant de prendre. Ou bien lorsqu'on le prend, si c'est juste pour gérer un problème ponctuel, pendant 2, 3, 4 jours, c'est bon. Mais c'est sur une longue période, il faut associer avec un IPP pour protéger la muqueuse. Ça, c'est important. Maintenant, lorsque le thé, vous l'avez dit à jeun, il y a certains patients, dans certaines études, ils disent oui, quand on fait, puisque pour nos thèses ou nos mémoires, on a des fiches de collecte, on met là-bas, vous consommez du thé. Quand on prend un certain nombre de personnes qui ont l'ulcère, on voit que certains consomment le thé. Donc, il va par ricochet, il va dire que lorsqu'on fait nos analyses, on se retrouve avec un pourcentage de personnes prenant le thé qui ont des ulcères. Peut-être que c'est des cofacteurs. Ces cofacteurs, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, Helicobacter pylori est là, ou bien la personne prend l'anti-inflammatoire. Donc, on peut incriminer le thé sans pour autant que ça soit ça. Mais il y a des patients qui sont vraiment sensibles à ça. Quand ils prennent le thé, du fait que souvent ils le prennent à jeun, ça agresse souvent la muqueuse également. Même le café également, ça peut aussi agresser la muqueuse également. Donc, pour peu, c'est de ne pas le prendre à jeun, peut-être le prendre avec du pain ou quelque chose afin de pouvoir ne pas laisser le ventre vide en fait. Docteur, lorsque vous consommez un produit et que vous avez des aigreurs, est-ce que ce sont des signes annonciateurs d'ulcère? Non, les aigreurs, on va dire quand... Lorsque c'est récurrent. C'est récurrent. Ce que vous voulez dire, c'est des reflux. Des reflux. Voilà, des remontées. Quand c'est des remontées gastriques, les causes sont il y a plusieurs causes. Je parlais tantôt de la hernie hiatale. Voilà, quelqu'un dont au niveau du cardiaque, c'est pas bien fermé et tout. Il peut arriver qu'il y ait des remontées. Ou bien que la personne, lorsqu'elle a des rots, ce que nous, en termes scientifiques, on parle d'éructation. La personne rôde beaucoup et a des rots. Donc ça également, ça peut être dû à ça. Mais ce n'est pas forcément des signes d'ulcère. Voilà, ce n'est pas forcément. Il y a des patients, lorsqu'ils viennent, ils vont dire qu'ils ont des aigreurs. Ils vont vous indiquer au niveau du creux épigastrique ici. Ils vont même vous dire que et ça pique au niveau du dos. C'est comme si c'est un poignard. Donc ça peut être, c'est leur propos en fait. Ils disent que non, c'est comme si on les poignarde. Ou bien docteur, ils viennent, j'ai mal au cœur. Ils viennent, c'est mal au cœur, mais il faut dire que entre le cœur et la cardio et nous, souvent on est liés. On s'envoie souvent des patients. Quand je dis on s'envoie, le patient vient pour des douleurs, on pense que c'est des ulcères, on fait les examens, on ne retrouve rien. Et on fait peut-être un ECG. Le ECG, c'est l'électrocardiogramme. On retrouve que c'est un problème au niveau du cœur qui entraîne ces douleurs-là. On les envoie. Eux aussi, ils reçoivent des patients qui, après interrogatoire, ils font les examens, ils trouvent rien, ils nous les envoient. Donc, bon, comme c'est la confraternité, on s'appelle, on prend des avions, on dit, bon, si c'est ça, amenez-nous le patient, on va essayer d'investiguer également. Et souvent, on trouve, parce que c'est lié, en fait, souvent, ces deux pathologies-là. Il y a des nerfs qui sont au niveau de l'estomac également, qui peuvent simuler des douleurs cardiaques. Donc, souvent, c'est ça. Donc, ça fait que la personne aussi peut simuler un problème gastrique au niveau cardiaque ou cardiaque au niveau gastrique.
Donc, en gros, c'est ça. D'accord. Alors, docteur, on a parlé de ce que c'est que les ulcères, de ce qui peut, entre autres, aussi les entraîner. Dites-nous, doit-on s'attendre à des complications lorsqu'on a des ulcères, quand on en souffre? Ok, merci beaucoup. Ces complications que je vais dire, ce n'est pas pour faire peur aux patients et, quand je dis patients, aux téléspectateurs. Parce que lors de certaines émissions, je fais souvent certaines émissions dans certaines radios, quand vous finissez souvent, même sur la page de cette radio-là, des questions reviennent, les gens ont peur parce qu'ils se disent que j'avais ça depuis, est-ce que c'est pas ça? Comme souvent, c'est des émissions aussi open où c'est ouvert, les gens appellent. Donc, ça fait que, en donnant souvent certaines complications, les gens ont peur et commencent à s'implémenter ça, disent qu'ils ont ça. Non. Première des complications, lorsqu'on a une ulcère, c'est comme je dis, c'est une perte de substance. On peut avoir une hémorragie digestive. La personne a une ulcère qu'il traîne et il ne sait pas. Un jour, il vomit du sang brusquement, on l'amène en urgence, c'est ça l'hémorragie digestive. Il vomit du sang, une grande quantité. Rien que la semaine passée, j'ai reçu 2 patients que j'ai fait la fibroscopie afin de rechercher la cause, qui étaient venus pour des ulcères également. Et on a trouvé que c'était des ulcères gastriques. Donc, il y a également ça. L'autre complication, il y a la perforation. Vous voyez, pendant le mois de jeûne, que ce soit le jeûne musulman ou bien peut-être ceux qui font souvent le jeûne d'Esther ou bien le jeûne de tous les chrétiens, il y a, comme je vous ai dit, on fait un jeûne de longue durée. Il y a des patients ulcéreux, mais qui veulent forcer pour jeûner. Et lorsque ces personnes-là jeûnent, il arrive que l'ulcère, la perte de substance progresse et ça entraîne une perforation. Parce que je vous ai dit, c'est un organe creux. Ici, on voit une partie et derrière également, il y a un espace vide. Et quand ça se perfore, ça entraîne ce qu'on appelle une péritonite. Et maintenant, ça relève maintenant de la chirurgie. Il faut aller opérer. Non, on ne coupe pas l'estomac. On va refermer. L'estomac, on ne peut pas couper. On va peut-être aller opérer puis faire une suture de la paroi. Et la personne peut s'en sortir. Mais si c'est pas très tôt, c'est perforé, qu'il y a des complications, c'est pas pris en charge vite. Les risques aussi sont là. La septicémie, c'est une infection au niveau digestif. Il y a plein. Parce que je vous ai dit, il y a le duodénum aussi qui peut se perforer. Donc ça aussi, ça peut entraîner, c'est septique, ça peut entraîner des infections. Et la faim, tout le monde d'accord. Voilà, et tout ça en fait. Donc ça veut dire que c'est une complication. L'autre complication également, il y a la sténose. La sténose, lorsque l'ulcère est là et que c'est peut-être au niveau du duodénum, il peut arriver que, ou bien même au niveau du cardia, et au niveau du cardia plus bas, il peut arriver que ça se ferme. Voilà, et la nourriture n'arrive plus à passer. Donc, c'est ça également. Et quand la nourriture n'arrive plus à passer, il faut aller lever cet obstacle-là. Donc, c'est des complications. Donc, pour dire vrai, tout patient qui a des symptômes bien déterminés, entre autres les douleurs et tout, consultez. Ne faites pas l'automédication. Consultez, c'est très important. Ça proscrit. Ça proscrit parce qu'actuellement, chacun, avec, comme j'ai dit, les réseaux sociaux, avec ce que j'ai vu également, Google est là, on tape facilement ulcère. Ils vont vous donner même les molécules. Il y a des personnes qui partent, ils viennent même souvent avec des molécules même que vous ne connaissez même pas. Voilà, parce que c'est de nouvelles molécules. Parce que nous, dans la formation, on connaît que le principe, le principe, ça veut dire les DCI. Et maintenant, les délégués médicaux viennent nous présenter les différents produits faits à base de ce produit-là. Donc, il y a certains produits même qu'on ne connaît pas, ils viennent. Quand on vous donne le nom, vous dites que non, je ne connais pas ce produit. Le patient est surpris. Mais docteur... Toi, tu es docteur, tu dois censé tout savoir. Tout savoir. Et il y a certains patients qui viennent même avec des questions, qui ont peut-être eu une information récente, parce que la science évolue. Donc, en tant qu'il faut forcément s'auto-former, continuer à lire. Si un patient vient même vous dire quelque chose, docteur, genre par rapport au thé, ou bien une étude à montrer, vous n'avez pas vu cette étude. Lui, il a déjà fait son enquête. Donc, ça fait qu'il y a ça également. Il vous met dos au mur et voilà. On dit le docteur avait le C'est ça. Et l'une des complications vraiment tristes, c'est le décès. Par rapport à ce que j'ai dit, la perforation ou bien même la sténose, lorsque la personne n'est pas faite. Parce que cette sténose-là, ou bien une ulcère qui est chronique, peut se cancériser. Ça peut devenir un cancer. Surtout l'ulcère de l'estomac. Un ulcère d'estomac non bien traité, non bien suivi, à la longue, peut devenir un cancer. Chers téléspectateurs, c'est de savoir ça. Mais celui au niveau du duodénum, le duodénum ne se cancérise jamais. Voilà, ça ne devient pas un cancer. Mais au niveau de l'estomac, ça devient un cancer. Non, pas obligatoirement. Oui, puisque, mais à la fin, s'il n'est pas traité avec des complications... Voilà, mais la plupart des personnes qui ont des ulcères aussi gastriques, c'est bénin en fait. Ça veut dire que ça, avec un traitement, ça guérit. Mais il y a des personnes qui, lorsque ces ulcères sont chroniques depuis de longues durées, c'est comme même quand quelqu'un a une plaie, un ulcère au niveau de la jambe qui ne guérit pas. Vous allez voir que ça va progresser, ronger l'os. Vous avez parfaitement trouvé. C'est comme ça en fait. Docteur, Covid-19 et maladie gastro, est-ce qu'il y a une relation? Bon, cette question, on va dire que côté Covid, vu que nous-mêmes, en tant que gastro, je vous ai dit tantôt qu'on fait l'endoscopie. Voilà. Le Covid, c'est quoi? C'est une pathologie respiratoire. Actuellement, tout le monde connaît le Covid.
Tout le monde, même les non-médecins. Je vois même que sûrement toi-même, tu as déjà toutes les infos, les différents traitements et tout. Il faut dire que nous, au niveau, il y a une société, la SOBUGES, Société burkinabé des pathogastro et d'endoscopie digestive, qui est la société gastro présidée par le professeur Bougouma Alain, voilà, qui est le président de l'association et qui est de la société. On avait fait des recommandations par rapport à ça, parce qu'il arrive effectivement que lorsque vous, en tant que praticien, vous recevez un patient et que vous devez l'intuber, comme on le dit, faire l'endoscopie, si la personne est porteuse du virus, vous, en tant que praticien, vous êtes exposé. Donc, tout ça, ça a été dit dans le document pour qu'on puisse se protéger. Et aussi, si la désinfection n'est pas faite correctement, vous pouvez infecter d'autres patients. Mais il faut dire que la plupart des gastros du Burkina ont reçu ce document-là qui ont permis, il faut dire que depuis que ça a commencé à notre niveau, il y a, bon, sauf si des patients étaient testés après, on n'a pas eu un patient qui a fait une endoscopie et qui a été traité et testé après, dit positif du fait. Parce qu'on prend ces dispositions-là. Et également, il y a vraiment plusieurs conditions qui ont été mises en œuvre pour ça. Sinon, il y a également même des troubles du transit également qui peuvent être liés lors de la personne qui a le Covid. Voilà, il y a tous ces petits paramètres-là. Donc, en gros, il y a un lien, on peut dire, il y a un lien entre la Covid avec beaucoup d'autres spécialités mélangées. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Ça marche. Docteur Kwefi Assad, premier jumeau, a chanté contre cette maladie à coronavirus. Il a fait une campagne de sensibilisation. Allons ensemble découvrir le clip de Dr Kwefi. Le mal est réel. Alors, le médecin que je suis prend le micro pour en parler. Sont fermées, n'en parlons pas de nos mosquées, de nos églises. Protège-toi, protège-moi, reste chez toi, le mal s'en ira. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Mon frère, ma soeur, si tu sens les signes, tout fièvre, maux de gorge, appelle le 3735. Si t'es fatigué, allô, allô, 3535, appelle vite, c'est le numéro. Oh, 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 le mal est réel. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Gel que les dimans, benam betasso. Avec les dimans, benam betasso. Gel que les dimans, benam betasso. Avec les dimans, benam betasso. Gel que les dimans, benam betasso. Avec les dimans, benam betasso. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Lave-toi les mains, protège-toi le nez. N'oublie pas que le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Aïda Ibarka.
Le mal peut passer par ton voisin et te contaminer. Chers téléspectateurs, respectez les mesures barrières. Vous nous prenez en marche, nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr Kwefi Hassan, premier jumeau, qui est médecin hépato-gastro-entérologue. Alors, docteur, on a parlé des ulcères. Les ulcères, peut-on en guérir? Si oui, comment? Oui, on peut en guérir des ulcères. C'est vrai qu'il y a certains patients qui nous reviennent souvent dire que docteur, c'est revenu encore. Parce qu'un ulcère, c'est comme je dis, c'est une perte de substance. On peut soigner, cicatriser cette plaie-là. Mais la récidive est là. Cette récidive-là veut dire quoi? Veut dire que si les mêmes causes qui ont entraîné cette maladie-là sont encore là, ça va encore entraîner, même si c'est sur une autre localisation. Donc, il va sans dire qu'on peut en guérir. En quoi faisant? En respectant déjà les conseils que le médecin va vous donner et en prenant bien les médicaments. Parce que les médicaments cicatrisent la plaie. Et on a des médicaments actuellement, des molécules qui sont très, très, très bons. Ça permet vraiment de guérir l'ulcère. Bien vrai qu'il y a certains patients qui, après le traitement, se plaignent toujours de douleurs et tout. Lorsqu'on fait l'endoscopie digestive, on ne trouve plus l'ulcère, c'est cicatrisé. Voilà. On ne va pas dire psychologique, c'est là forcément, mais ça veut dire que peut-être que c'est, comment je vais dire, c'est l'alimentation, ça peut être une autre cause. Parce qu'une douleur abdominale n'est pas forcément liée à l'ulcère. Il y a beaucoup d'organes dans l'estomac. Voilà. Docteur, les ulcères, dans l'abdomen plutôt. Merci. Comment se prémunir? Se prémunir, c'est d'éviter les facteurs de risque. Entre autres, les anti-inflammatoires, ne pas les prendre sans prémédication, sans prescription médicale. Voilà. Il va voir les médicaments de la rue, on voit des gens qui prennent je vais dire le nom diclofénac, puisque je dis parce que ça, c'est des noms commerciaux, ce n'est pas de la publicité. Ils prennent ça pour lutter contre des douleurs particulières, ça entraîne des ulcères, si c'est pris à long terme. Deuxième, éviter de faire de longs jeûnes. Ça veut dire se lever le matin, ne pas manger jusqu'au soir, ça aussi, ce n'est pas prudent. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, si on a gagné à manger, en riant bien sûr. Mais ça veut dire que lorsque le ventre reste à jeun, il entraîne souvent des ulcères. Il y a des ulcères qui peuvent survenir. Deuxième chose importante également, lutter contre le stress, c'est important. Mais ça, c'est bien de le dire, mais ce n'est pas facile. Au Ouagadougou, au Burkina, même en Afrique, c'est un quotidien, se lever, lutter pour avoir son pain quotidien. Donc, ça veut dire que tu peux te lever la journée facilement, on t'énerve, point rien. Tu prends ça pour argent comptant sur toute la journée, c'est parti. Donc, ça veut dire que faire de telle sorte que ce stress-là ne soit pas permanent. Oui, et lorsque ça est là, essayer d'oublier. C'est très important. C'est vraiment de lutter contre les facteurs de risque. Voilà. Et de consulter. Il a répété ça plusieurs fois, si tu as remarqué, de consulter dès que des symptômes. Parce qu'on peut croire que c'est des ulcères, or c'est autre chose. Docteur, vous suivez très régulièrement la chaîne Au cœur de l'Afrique. On va aller ensemble avec le téléspectateur découvrir l'agenda LCA de la semaine. Oh, rien de grave, juste une petite brûlure. Il m'a surpris en entrant à la cuisine. Je vois. Chers téléspectateurs, nous espérons vous compter très nombreux connectés sur le bouquet 256 Canal+, 44 sur le Nerwaya et le 16 sur la TNT pour suivre les programmes de la chaîne Au cœur de l'Afrique LCA. Je suis en compagnie du docteur Kwefi Hassan, premier jumeau, qui est hépato-gastro-entérologue. Et avec lui, nous avons parlé de son métier, des ulcères et aussi de la musique. Docteur, quel est ton mot
un mot pour nos téléspectateurs, surtout un conseil en vue de toutes ces maladies qu'on a citées tout à l'heure. Ok, merci bien. Les 1 heure sont tellement vite passées. Oui. Je pensais que ça allait prendre plus de temps. Merci vraiment. Donc, il faut dire que je vous remercie déjà pour l'opportunité parce que lorsqu'on a toujours un créneau pour parler de santé, c'est un plaisir. Ça permet de sensibiliser. Ça, c'est un. Donc, les conseils que je vais donner, c'est comme on aime le dire. Lorsqu'on fait des émissions, ça ne remplace pas la consultation. Ça vient juste permettre aux patients de savoir qu'ils ont une pathologie. Peut-être qu'ils prenaient à la légère, mais il faut qu'ils consultent. Ça, c'est important. Dire aux gens également d'éviter les médications de la rue, ou l'automédication plutôt, voilà, c'est très important. Ce qui est important également, lorsque, c'est vrai que les gastro, il n'y en a pas tellement au Burkina, c'est vrai que d'aucuns diront que si je vais ici, c'est difficile pour avoir. Déjà, si vous ne vous sentez pas bien, consultez déjà le médecin généraliste, parce qu'ils sont déjà formés pour pouvoir dépister déjà, faire le diagnostic et vous orienter vers le spécialiste. Mais à Ouaga, il y en a un certain nombre, même dans les provinces. Moi, je vous ai dit que je suis affecté à Tenkodogo, au CHR. Ça veut dire qu'actuellement, beaucoup de gastro sont en train d'être formés. Il y a toujours il y a le 2S, le diplôme d'études spécialisées qui se fait au Burkina. Donc, pour ceux qui ne se sentent pas, n'hésitez pas, n'attendez pas souvent des complications avant de consulter. Pour des petites douleurs de rien du tout, allez-y consulter parce qu'une petite douleur peut cacher un gros mot. C'est sur ça que je vais terminer et encore remercier LCA et on sera à la prochaine. Docteur, ce fut un plaisir d'avoir échangé avec toi. Merci. 1 heure, c'est vite passé. Très vite. Et comme j'aime à le dire, j'ai toujours un pincement au cœur lorsque je dois rendre l'antenne et laisser partir mes invités. Il n'y a pas de souci, mais on gardera le contact. On garde comme le on le dit. contact et ce sera avec plaisir que nous vous recevrons encore sur le plateau. Ça marche. Prenez soin de vous et surtout, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ces 1 heure qui sont passées tellement vite. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour un autre sujet avec d'autres invités. Respectez les mesures barrières et surtout, lorsque vous avez un petit mal, un petit bobo, n'hésitez pas à aller en consultation. C'est très important. Consultez, consultez, consultez. Et surtout, restez connectés sur LCA, la chaîne africaine.